Hello! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle analyse et cette fois on va continuer l'épopée Animal Crossing et s'attaquer aux prochaines galeries. Comme je t'avais dit la dernière fois, cette fois on va s'attaquer à la Galerie de la Renaissance et évidemment si tu n'as pas vu la première vidéo, je t'en prie, tu peux aller la voir, elle sera dans le petit i. Et encore une fois pour le rappeler, c'est des analyses succinctes parce que sinon ça sera une vidéo de 50 heures. Mais du coup, ça te permet quand même d'avoir des éléments en plus que les cartels qui sont donnés dans le jeu, qui sont très courts, même si les recherches ont été bien faites par les développeurs. Bref, je pense qu'on va pouvoir commencer la vidéo. Comme je te l'ai dit, aujourd'hui on s'attaque à la Galerie de la Renaissance. La galerie, elle est divisée en deux parties. La première partie va regrouper des œuvres du 15e et 16e siècle et la deuxième partie sera concentrée sur le 17e siècle. Au niveau des pays, cette fois on va plutôt avoir de l'Italie, des Pays-Bas et de l'Espagne. Et on va tout de suite commencer par la toute première œuvre. Comme d'habitude, je te mets l'image du jeu. Comme ça, si tu n'as pas le jeu, si tu ne connais pas le jeu, si tu n'as pas complété ton musée, tu as une image. Et moi, je te lis d'abord le petit cartel du jeu pour ensuite détailler un peu plus l'œuvre. Ici, on a une œuvre d'Archiboldo qui s'appelle L'été et qui a été faite vers 1563. Ce curieux portrait est signé Archiboldo, peintre italien de la fin du XVIe siècle. Comme vous le constatez, le tableau est intégralement composé de fruits et de légumes frais. Alors déjà, petite description du tableau, en plus de ce fameux cartel qui t'a donné quand même déjà un élément de base, c'est que c'est un portrait végétal, rempli de légumes, de végétaux, etc., qui sont plutôt une végétation de l'été. Bref, le portrait, il est de profil. Et les portraits de profil, ça fait tout de suite un rappel aux portraits qu'il y avait sur les monnaies antiques. Donc là, on a une petite référence à ça. Évidemment, tu t'en doutes que vu les éléments qui composent le portrait, c'est pas un portrait commun, c'est pas un portrait dit classique, et que c'est un peu ça qui fait l'originalité du portrait. Dans le jeu, le tableau est représenté seul, mais dans la réalité, il fait partie d'un ensemble qui s'appelle les saisons. Du coup, tu vas retrouver l'été, le printemps, l'automne et l'hiver, que je te montre ici. D'ailleurs, si tu passes au Louvre, tu pourras voir tout cet ensemble. Donc, comme tu le remarques, les différentes saisons, elles ont quand même un visage très expressif, contrairement à d'autres séries qu'a pu faire l'artiste, comme par exemple Les Éléments, donc composés de l'air, le feu, la terre et l'eau. Mais aussi, ces différentes saisons vont évoquer différents âges de la vie. L'enfance, l'adolescence, la maturité et la vieillesse. Mais aussi, chaque saison a un tempérament. On va dire que le printemps, il a un caractère sanguin, que l'été est colérique, que l'automne est plutôt mélancolique et que l'hiver est plutôt phlegmatique. Et tu remarques aussi que sur chacun de ces portraits, de la poitrine du personnage sort un végétal, un petit peu comme si c'était un ornement ou un bijou. Au niveau de l'histoire de cette œuvre-là et de cette série finalement, il va avoir plusieurs versions. Celle qui est présentée dans le jeu, c'est la version de 1563 qui est conservée à Vienne et qui a été faite par l'artiste pour l'offrir à l'empereur Maximilien II pour qui il travaillait en fait. Mais moi je voulais te parler d'une version qui est peut-être un peu plus intéressante. Globalement c'est pratiquement la même, on va voir qu'il y a quelques petites variations, mais la symbolique qu'il y a autour, par le fait qu'elle était offerte à quelqu'un d'autre, va changer un petit peu la symbolique de l'œuvre. Donc je trouvais ça intéressant de t'en parler. Donc là, je vais un petit peu dériver par rapport à celle du jeu. On va parler de la version de 1573 que tu peux trouver au Louvre notamment. Au niveau des variations, tu vas remarquer que dans la version de 1573, il y a un pourtour fait de guirlandes végétales. Pour ce détail-là, il n'est pas d'origine. Après, il y a des variations d'origine qui, je vais pas rentrer plus que ça dans les détails parce que voilà, faut les voir. Mais globalement, il y a des végétaux qui changent. Au niveau des tailles de chaque élément, il peut y avoir des variations, etc. Évidemment aussi, l'inscription 1563 change pour 1573 sur l'autre tableau. C'est une inscription qui se trouve au niveau du vêtement du personnage sur son épaule. Pour cette série de 1573, c'est en fait une commande de l'empereur Maximilien II d'Habsbourg. On en a parlé juste avant parce que lui, il a reçu en cadeau la version de 1563. Et là, cette fois, l'empereur, il veut l'offrir à quelqu'un d'autre. Et cette personne, c'est l'électeur Auguste de Saxe.
En fait, un électeur, ça va être un prince d'un état qui participe à l'élection de l'empereur, puisqu'à cette époque on se trouve dans le Saint-Empire romain germanique. Les chercheurs ont pu trouver ce fameux destinataire, puisque dans les relevés de compte on a tout simplement découvert un petit peu la facture, si tu veux, de cette série. Et puis on peut aussi retrouver les armoiries de Saxe, par exemple sur l'hiver. Tu vas retrouver sur le manteau du personnage 2 épées, et ça c'est un symbole. Évidemment, l'empereur il offre pas un cadeau comme ça par pur plaisir et charité, c'est qu'il y a un but derrière, et ça va être plutôt un cadeau qu'on va appeler diplomatique. En fait, tu vas avoir le prince Auguste de Saxe qui va venir séjourner quelque temps à la cour de l'empereur Maximilien II. Pareil, il y va pas en vacances en mode j'ai loué un Airbnb chez l'empereur tranquillement. Non, il y va en fait pour défendre sa position d'électeur contre son cousin. L'empereur, lui, il se dit que quand même, Auguste de Saxe, ça l'arrange plus dans ses affaires. Il veut garder en fait un équilibre entre les forces catholiques et les forces protestantes. Du coup, il se dit bon, Auguste de Saxe, vaut mieux le garder en électeur. C'est mieux pour moi, donc gardons-le. Et c'est dans ce contexte-là que cette série est offerte à Auguste de Saxe. Pour ce qui est de l'artiste, Archibaldo, tu t'en doutes, ça sonne pas trop allemand, ça sonne pas trop germanique, mais plutôt italien. En fait, le peintre arrive en 1562 à la cour de Vienne, mais à l'origine, il était là pour le père justement de l'empereur, du futur empereur Maximilien II, et puis à la mort du père, il devient le peintre de Maximilien II, le fils du coup de l'ancien empereur. Voilà. Donc Archibaldo, en fait, il va devenir le portraitiste de la cour. Donc c'est-à-dire que il va tout simplement faire les portraits des différentes personnes qui sont dans la cour, et plus particulièrement devenir aussi le portraitiste de l'empereur, qui a quand même un rôle très important. Donc il va surtout être connu pour ses fameux portraits comme celui que je te présente aujourd'hui, parce que déjà à cette époque on trouve ça amusant, assez ludique. Bien que quand tu vois cette œuvre, t'as ces aspects-là qui te viennent en tête, où tu te demandes mais qu'est-ce que c'est un portrait avec des fruits et des légumes, il y a quand même tout un message politique derrière, je sais, on ne dirait pas forcément, mais comme je te l'ai dit, on est dans un contexte particulier, c'est un cadeau diplomatique, donc forcément il y a un petit message politique qui se glisse derrière. Déjà, ce tableau, il va être très lié à un poème que l'empereur va recevoir. Alors, à la Renaissance, les œuvres qui font lien avec des textes, que ce soit des poèmes, des théories philosophiques, ou toute autre chose de ce style, c'est assez courant. Par exemple, t'as ta maison et t'as envie de faire des décors dans ta maison, etc. Et ça arrive très souvent que tu fasses appel à quelqu'un d'autre que d'un artiste, notamment un philosophe ou autre, poète, etc., etc., pour te construire un programme qui va faire passer un message qui correspond aux valeurs de ta maison ou je ne sais quoi, et qu'ensuite l'artiste, via ses textes, via ses idées, etc., va communiquer, enfin ils vont communiquer entre eux et ils vont établir tout un programme qui d'abord est à l'écrit pour passer au pictural. Ça arrive très souvent, passons, mais voilà. Donc ici c'est pas étonnant que cette série soit en accord avec un poème qu'a reçu l'empereur, surtout que, je vais te passer les détails, mais en gros c'est un poème qui magnifie la puissance des Habsbourg, qui décrit aussi que la puissance des Habsbourg se renouvelle comme un cycle continu, etc. Un cycle continu à l'infini, comme les saisons. Tu commences à avoir un petit peu le lien, là déjà on a un petit premier message. L'autre message, c'est ce qu'on va appeler la Discordia Consort. Alors oui, je t'ai sorti un mot latin. On ne panique pas, ça va bien se passer. En fait, en français, on peut l'appeler la discorde harmonieuse. En gros, l'empereur, il veut faire passer comme message qu'en étant à la tête de son empire, il arrive tout de même à réussir à unifier ce grand territoire malgré toutes les diversités qui le composent. Voilà pour résumer. Donc ces deux messages-là, ils ne s'appliquent pas évidemment qu'à la série de 1573, mais aussi à celle de 1563. Donc voilà pour Archibaldo, et contrairement à ce qu'on pourrait croire aux apparences, parfois il se cache des petits messages un peu plus profonds qu'un portrait avec des fruits et des légumes. Cette fois, on va passer à Peter Bruegel l'Ancien et on va aller voir Les Chasseurs dans la neige. Donc le jeu nous décrit que c'est une œuvre de 1565, peintre des paysages de la fin de la Renaissance. Bruegel était célèbre pour ses toiles bucoliques. Il excellait notamment pour représenter la vie des champs comme sur le présent tableau.
on notera le contraste entre les chasseurs et les villageois folâtrant sur les marjolets. Moi, ce qu'on va faire, c'est que comme c'est une œuvre avec pas mal d'éléments, je vais faire une petite description pour essayer un peu de dépatouiller tout ce qu'il y a dans l'œuvre. Le tableau qui est ici, c'est un des plus célèbres paysages de neige, donc comme l'a dit le cartel, tu vois un groupe de chasseurs qui rentrent au village, ils sont accompagnés par leurs chiens épuisés, la chasse n'a pas été super bonne puisqu'ils ne ramènent qu'un renard, leur empreinte de pas s'imprime dans la neige, ce qui permet aux spectateurs de se rendre compte que la couche de neige, elle est assez épaisse. Sur la gauche, tu as des personnages devant une auberge qui font un feu et préparent le nécessaire pour faire cuire un cochon. Le nom de l'auberge est indiqué sur le panneau qui va pas tarder à tomber et il est marqué « Dit is in den Erd », qui veut dire en français « au cerf ». La ligne diagonale des arbres et des maisons, qui en plus du mouvement des chasseurs, va amener notre regard vers les patineurs. Donc comme tu vois, au niveau des villageois qui sont sur le lac gelé, chacun s'occupe de différentes manières. Donc on a évidemment des patineurs, etc. Mais on a d'autres activités. Encore une fois, comme on est à la Renaissance, il y a beaucoup en fait d'œuvres qui sont créées via des commandes de mécènes, de commanditaires, d'empereurs, de rois, etc., etc. Donc c'est pas étonnant en fait que là la plupart des œuvres que je vais aborder sont source de commandes et que je suis obligée de te parler du commanditaire à chaque fois. Donc cette fois c'est la commande d'un banquier d'Anvers. Alors je te mets son nom là, mais je t'avoue que je n'ai pas le courage de le prononcer. En fait, il va commander une série de 6 tableaux composés de différentes saisons. Et celui qu'on voit aujourd'hui, c'est le dernier de cette fameuse série, mais je vais faire défiler évidemment les autres œuvres. Alors là, évidemment, je t'ai dit 6 saisons, et tu dois me dire, mais il n'y en a que 4 saisons, qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu inventes des saisons? En fait, l'artiste, il se base sur d'anciennes traditions qui avaient un découpage des saisons en 6, tout simplement. Le point commun de toutes ces œuvres sont le motif du balcon. C'est-à-dire en fait qu'on a un premier plan avec une colline à partir de laquelle se déploie une vue d'ensemble de paysages. On va rentrer un petit peu plus dans l'iconographie et voir un peu les motifs qui sont intéressants et ce qu'on peut en dire. Là par exemple, on va parler des villageois qui préparent le feu. En fait, ce motif, il est utilisé dans les enluminures de livres pour représenter le mois de décembre. Donc du coup, déjà, c'est un motif qui colle parfaitement à la saison qui est censée être représentée sur ce tableau. D'après les chercheurs, c'est les fameux villageois qui patinent sur le lac qui ont contribué à la popularité de l'œuvre. Bruegel, il va totalement retransmettre l'effet du froid hivernal en utilisant des teintes de blanc, de bleu, de vert et de marron. La neige épaisse, elle est creusée par les pas des chasseurs, les arbres sont sans feuilles. Après, au niveau du paysage, c'est une composition qui est totalement inventée puisqu'on a un mélange des Alpes avec de l'architecture flamande. Et petit fait historique et climatique, en fait à partir du XIVe siècle, on a une énorme vague de froid qui touche toute l'Europe, tellement qu'en fait cette période on va l'appeler le petit âge glaciaire. Et en 1565 aux Pays-Bas, c'est pire encore. Vraiment, il fait extrêmement froid, beaucoup de neige, les hivers sont quand même extrêmement rudes, mais du coup qui dit hiver extrêmement rude, tu doutes que ça va avoir des conséquences sur les villageois, sur les personnes, sur, je sais pas, les structures, sur l'environnement, etc., etc. Et chez Bruegel, ils ont l'air de plutôt bien le vivre, les villageois. Ils sont plutôt préoccupés à patiner sur la glace qu'autre chose. Même si effectivement les chasseurs reviennent qu'avec un petit butin, tu n'as pas l'impression qu'on est dans un hiver extrêmement rude, mais on a plutôt une impression, on a plutôt une atmosphère détendue dans le tableau. Et ce tableau, il va marquer un thème majeur dans l'art flamand, qui est le thème du climat. Alors maintenant, on va un petit peu sortir du froid pour aller vers... Alors ce sont 3 œuvres extrêmement connues, mais surtout une qui est un peu ma phobie en tant qu'historienne de l'art, parce que en parler c'est toujours très compliqué, il y a toujours en fait une bibliographie tellement immense qu'il y a vraiment trop d'éléments, etc. Donc tu la connais, tu l'as vue de partout, ce n'est autre que la Joconde, voilà. Donc je vais t'en parler un peu succinctement parce qu'il y a tellement de choses sur elle en fait que c'est très facile de se perdre dans ses recherches, c'est très facile de se noyer dans la masse bibliographique que cette œuvre a, donc on va faire très simple. Donc le jeu va nous dire qu'elle a été faite du coup vers 1503-1506,
Le sourire le plus célèbre du monde, on raconte que De Vinci conserva ce tableau jusqu'à son dernier souffle. Ce n'est guère étonnant considérant le pouvoir d'attraction qu'il continue d'exercer des siècles plus tard. Bon, finalement le cartel, contrairement à d'autres cartels qu'il a pu faire pour d'autres œuvres, là il donne moins d'informations et il reste plus sur l'impression que la Joconde peut nous faire encore aujourd'hui. Encore une fois, Renaissance, donc commande. Celle-ci, c'est une commande d'un marchand d'étoffes vénitien qui demande à Léonard de Vinci de faire le portrait de sa femme Mona Lisa. Évidemment, il y a plein de théories sur l'identité de la Joconde, etc., etc. On va pas rentrer en détail dedans, on va pas rentrer dans les détails complotistes, etc., etc. On fait simple, on reste simple avec la Joconde. Donc, le marchand fait sa commande, De Vinci s'exécute, sauf que le marchand ne reverra jamais cette œuvre et ne verra en fait quasiment jamais cette œuvre, puisqu'en 1517, De Vinci est invité à la cour de François Ier en France. Du coup, en allant à la cour, il prend la Joconde avec lui, et il arrive donc chez François Ier. François Ier tombe sur l'œuvre, la trouve superbe, la trouve magnifique, etc., etc. Bref, il l'adore et donc il décide de l'acheter en 1518. Comment te dire, tu peux pas trop refuser quand même. François Ier te dit je veux t'acheter cette œuvre-là, t'as le marchand d'étoffes, t'as le roi de France. C'est vite plié quoi. Donc François Ier en 1518 achète cette œuvre et en fait De Vinci va mourir en 1519, un an plus tard. Ensuite généralement quand tu te retrouves en fait devant cette œuvre, t'as un peu cette impression qu'elle est entre guillemets en vie et on va voir pourquoi ça. En fait Léonard il va utiliser la technique du sfumato. Alors là cette fois c'est un mot italien, toujours on ne panique pas, je vais t'expliquer. En gros ça veut dire qu'il va appliquer de fines couches de peinture et qu'il va atténuer les contours et les contrastes. En fait, quand tu regardes un objet dans la réalité, tu vois que ces contours, ils sont pas forcément entièrement stricts, c'est pas des lignes droites très brutes avec un contour noir qui délimite vraiment parfaitement l'objet. Tu vois que sur les bords, c'est pas forcément extrêmement net, parfaitement strict. Parce qu'en fait, il y a tout un effet atmosphérique autour de nous qui produit cet effet. Et le sfumato c'est ça, c'est reproduire cet effet d'un objet réel qui évidemment n'a pas de contour parfaitement dessiné dans la réalité et de le reproduire en peinture. Autre fait intéressant, la Joconde elle est considérée comme le premier portrait souriant de la peinture occidentale. Alors, petit point précision, parce qu'on dit souvent cette anecdote sans préciser autre chose, c'est qu'il y a une autre œuvre avant la Joconde qui sourit, c'est donc celle-ci. Mais comme tu peux le voir, ce sourire, en fait, il est plutôt considéré par les chercheurs comme un sourire grimaçant, pas un sourire en fait très naturel. Là, c'est plutôt, oui, c'est un petit peu une grimace. Le personnage a un œil un peu mesquin, etc. C'est pas un sourire, voilà, entre guillemets naturel, et du coup, c'est pour ça qu'on considère souvent que Mona Lisa, c'est la première, c'est le premier portrait souriant de la peinture occidentale. Voilà. Je t'ai fait un petit blabla sur la Joconde, on va pas aller plus loin et on va passer à une autre œuvre de Léonard de Vinci. Et une nouvelle fois, je vais pas trop m'attarder sur cette œuvre, je vais t'expliquer juste après avoir lu le cartel. Donc ici on a l'homme de Vitruve qui a été fait vers 1487. Ce dessin représente les proportions idéales du corps humain telles que décrites dans De Architectura. Il s'agit d'un traité rédigé par Vitruvius, un architecte du 1er siècle avant Jésus-Christ. Voilà. Le cartel t'a donné quelques petites informations de base et si tu veux en savoir plus d'informations, j'en ai déjà parlé en fait dans une vidéo où j'analyse des œuvres dans Harry Potter. Donc voilà, je te conseille d'aller voir cette vidéo si tu veux en savoir plus parce que je vais éviter de me répéter, je m'en ai déjà parlé et ça permettra aussi à ce que la vidéo ne dure pas 3 heures parce qu'on a beaucoup d'œuvres à voir encore. Donc cette fois, on reste encore avec Léonard de Vinci parce qu'il est très populaire dans Animal Crossing, il a quand même 3 œuvres dans ce musée. Et on va aller voir la Dame à l'Hermine. Donc là, je nous décris qu'elle a été faite vers 1490. Un des 4 portraits de femmes que nous a laissé De Vinci, l'un d'entre eux étant la Joconde. Certains avancent que l'Hermine dépeinte n'en est pas une et qu'il s'agit en fait d'un furet bleu. Du coup, on va voir un petit peu tout ça. Alors, toujours dans la Renaissance, toujours une commande, cette fois de Ludovic Sforza, qui est le futur duc de Milan. Ludovic Sforza aussi, pour la petite référence, c'est aussi celui qui va commanditer la scène. Voilà, comme ça peut-être que tu peux un peu mieux le placer.
et il va demander à Léonard de peindre le portrait d'une jeune fille qui tient une hermine. Cette jeune fille n'est autre en fait que sa maîtresse, qui s'appelle Cecilia Gallerani. Alors bien que ce soit la maîtresse du duc, c'est aussi une grande intellectuelle de la cour milanaise, faut pas l'oublier. Et Léonard s'exécute et fait donc son portrait. Alors une nouvelle fois, on retrouve notre ami le contrapposto. Si tu ne sais pas ce que c'est le contrapposto, va voir la première vidéo. En fait, on va avoir le personnage qui va avoir la position de sa tête qui est en opposition avec la direction de son corps. Et ce contrapposto, c'est ce qui donne aussi une originalité à ce portrait, puisqu'habituellement, on n'utilisait pas forcément cette position. Elle porte un voile à liseré doré, tenu par cette bande sur le front, et un autre qui maintient ses cheveux le long de son visage. Elle porte une belle tenue de rouge, bleu et or. Alors, elle va être portraitée comme une femme vertueuse. Donc pourquoi ça? En fait, on voit ça à sa pâleur, mais aussi à ce collier de perles noires qui lui donnerait un air de pudeur. L'hermine, qui peut être... Alors, par le cartel, elle est aussi décrite comme un furet, mais par les anglo-saxons, elle est aussi décrite comme une belette. Donc, on va un peu décrypter l'identité de cet animal. Mais l'hermine va ici devenir son double. Elles regardent dans la même direction, elles sont très pâles, et si tu regardes bien, on peut voir des similitudes dans les traits de leur visage. Donc au niveau des interprétations de cette hermine, certains chercheurs pensent que l'hermine est un rappel du duc qui fait partie de l'ordre de l'hermine et il a cet animal dans ses armoiries, mais d'autres y voient un symbole de vertu et de pureté. Parce qu'en fait De Vinci avait déjà utilisé cet animal pour exprimer cette idée, mais ça peut être aussi une référence au nom de jeune fille de Cecilia qui se rapproche du mot grec pour dire belette. Le fond de l'œuvre à l'origine était bleuté, mais au 19e siècle, il est totalement peint en noir et est ajouté à la même époque l'inscription La Belle Ferronnière et le nom de De Vinci en polonais. Alors là, tu dois me dire, mais attends, De Vinci, il est italien, le commanditaire est italien. Pourquoi il y a du polonais sur la toile? En fait au 19e siècle, enfin fin 18e, tout début 19e siècle, il y a un prince polonais qui va acheter cette œuvre et qui va la ramener chez lui en Pologne. Et c'est pour ça voilà, qu'il y a ces inscriptions polonaises, et d'ailleurs l'œuvre est propriété de la Pologne maintenant. Donc voilà, cette fois on va encore une nouvelle fois passer à une œuvre extrêmement connue qui s'appelle La naissance de Vénus de Botticelli. Par ailleurs, si tu as vu le dernier épisode d'Euphoria, il me semble que c'est l'épisode 4, tu as pu voir cette ref en Jules qui est déguisée en Aphrodite. Voilà, on croise les sources, on regarde une œuvre dans un jeu vidéo mais elle apparaît aussi dans une série, on fait tout en même temps. Bref, le jeu date de cette œuvre de vers 1485. Ce tableau représente la déesse romaine Vénus voguant sur une conque à sa naissance dans l'océan. Botticelli serait le sobriquet donné aux frères de l'artiste dont la corpulence évoquait la forme d'un tonneau. La raison pour laquelle ce surnom a été transmis à son frère demeure un mystère. Finalement, cette fois le cartel décrit un petit peu effectivement ce qui se passe dans l'œuvre, mais pas plus que ça, et préfère donner une petite anecdote amusante sur Botticelli. Donc on va décrypter tout ça, on va voir comment ça se fait que Vénus est née toute adulte et qu'elle surfe sur une Saint-Jacques. Ça dépend, parfois on dit que c'est une conque, parfois on dit que c'est une coquille de Saint-Jacques. Il y a toujours plein d'hypothèses, différentes hypothèses, etc. etc. Mais on va voir ça ensemble. Donc, comme son titre l'indique, c'est la naissance de Vénus, qu'on peut aussi appeler Aphrodite si tu préfères la version grecque. Alors déjà, comme le sujet principal c'est la naissance, je suis obligée de faire un petit tour au niveau de la mythologie pour te raconter tout simplement comment elle est née Vénus. Pour ça, on va avoir deux versions. On a la version d'Homère où Vénus est la fille de Zeus, c'est la plus connue, enfin en tout cas moi c'est celle qu'on m'a enseignée et que je connaissais, et puis on va avoir une deuxième version qui est présente dans la Théogonie, où là on est plus haut dans la généalogie des dieux et des titans, où là on va plutôt parler d'Ouranos et Chronos. Ouranos c'est le père de Chronos, Chronos c'est le père de Zeus. Je vais te passer un petit peu tous les problèmes de famille qu'il y a entre Ouranos et Chronos, mais ce qu'il faut que tu saches c'est qu'à un moment Chronos va décider avec l'aide de sa mère, de couper les parties génitales de son père, Ouranos. Ces parties génitales vont tomber dans l'océan. En fonction des versions, c'est soit le sang des parties génitales qui se transforme en écume, soit c'est carrément toute la tribu qui se transforme en écume
et qui va donc donner naissance à Vénus. Ouais, je sais, c'est un petit peu bizarre, c'est la mythologie, bienvenue. Comme je te l'ai dit, elle naît déjà adulte, elle est représentée debout, nue, sur une coquille Saint-Jacques géante, et en fait, elle arrive sur l'île de Cyprus. Elle a une pose très statuaire, une peau très très pâle, puisque en fait, son modèle s'appelle le modèle de la Vénus pudique, qui est directement une position qui se trouve dans la statuaire antique. Donc les Vénus pudiques, c'est un type de représentation où la Vénus va se cacher, entre guillemets, de sa nudité. Parce qu'évidemment, c'est surtout un prétexte pour représenter du nu et pour avoir aussi tout un érotisme autour de sa figure. Parce que si elle voulait vraiment se cacher, elle se cacherait. Mais voilà. En plus de ça, elle est dans une position de contrapposto, encore une fois on le retrouve. Le mouvement de ses hanches et de ses épaules sont contraires. Pour ce qui est du rendu de sa peau, on le doit à la tempéra, en fait c'est de la peinture à l'eau diluée au jaune d'œuf. Pour ce qui est des personnages qui l'entourent, à droite on a l'heure du printemps, elle lui tend un manteau de fleurs pour la couvrir comme un nouveau-né. À gauche tu as Zéphyr et Chloris qui s'enlacent. Zéphyr, c'est le dieu du vent, et ici, il souffle vers Vénus pour qu'elle atteigne la terre ferme. Niveau paysage, forcément, on a la mer. En bas de la coquille Saint-Jacques, tu as les petits restes d'écume qui donnent la naissance à Vénus. Tu as sur la terre des orangers, et plus curieux, une pluie de roses. Pour continuer dans la perfection et la beauté, il faut savoir que l'artiste a calculé les dimensions de son œuvre pour qu'elle corresponde à ce qu'on appelle le nombre d'or, qui est en fait considéré comme une divine proportion, comme la divine proportion pour ce qui est des représentations. Pour ce qui est de l'histoire de l'œuvre, il est possible qu'il s'agisse d'une commande d'un membre de la famille des Médicis, puisqu'on a retrouvé des écrits qu'il a décrits dans la maison de la famille. Et en plus de ça, tu as des orangers qui est l'un des symboles de cette famille. Donc voilà pour cette œuvre. Cette fois, on va rebasculer du côté nordique et je vais te parler de la Ronde de nuit de Rembrandt. Donc c'est une œuvre de 1642 et le jeu décrit que ce chef-d'œuvre, peint au XVIIe siècle par le néerlandais Rembrandt, représente un attroupement militaire. À l'époque, les sujets des portraits étaient statiques. Il s'agit donc d'une œuvre de précurseur. On a longtemps cru que cette scène se déroulait la nuit, mais une couche de vernis sombre avait été appliquée. Après restauration, nous pouvons enfin admirer ces poses expressives ainsi que l'artiste les avait voulues. Cette fois, ce cartel, je le trouve plus intéressant et je trouve qu'il donne des informations un peu plus pertinentes sur l'œuvre. D'ailleurs, tant qu'à faire chez moi, j'ai la reproduction directement. Donc, je vais te mettre les images parce que je vais pas m'amuser à apporter tout ça. Mais encore une fois, on est à la Renaissance et aussi dans les pays nordiques, ça passe par des commandes. Cette fois, en fait, on a ce commandant qui va décider, avec toute la guilde des arquebusiers, ils vont décider de commander cette œuvre pour l'accrocher dans la salle de banquet. Donc bon, tu vois que c'est quand même un peu pas mal la pagaille, etc. Et on va un peu voir tout ça, je vais te mettre l'image parce que le tableau commence à peser. Et au passage, contrairement à l'original, ma reproduction est toute petite, l'œuvre est vraiment immense. Ce tableau, il est commandé en 1640 et sera achevé en 1642. Rembrandt, il est déjà très connu à cette époque, et tu vas avoir les différents membres de cette milice qui vont donner plus ou moins d'argent pour en fait acheter leur place sur le tableau. Pour être bien représentés, pour avoir une bonne place, la place qu'ils veulent, etc., etc. Sauf que la milice, quand ils vont recevoir ce tableau, ils vont être très très déçus. Et on va voir pourquoi. Parce que là tu te dis, il est quand même stylé ce tableau. Mais de leur point de vue, ils sont quand même très déçus et ils sont tellement déçus que Rembrandt n'aura pas de commande publique pendant 14 ans. Ici, la ronde part veiller sur la ville d'Amsterdam. Comme le cartel te l'a dit, même si le tableau s'appelle la ronde de nuit, en fait on est en plein jour. C'est une erreur d'attribution du 19e siècle qui en fait a cru que c'était la nuit parce que le tableau est quand même assez sombre. Donc on a des personnages très élégants, le capitaine nous tend la main, on a plein de détails qui sont apportés sur les étoffes, les accessoires, les armes, etc., etc. C'est un portrait de groupe, mais contrairement à ce qui se fait d'habitude où tout le monde est un peu en ligne comme une photo de classe, là, c'est un peu le fouillis, un petit peu au moment avant de prendre la photo de classe. Et du coup, il y a certains personnages qui sont pas visibles. Je pense que là, tu peux comprendre que certains aient pu être déçus, étant donné que leur visage n'était même pas visible sur la toile.
En plus de ça, on a une femme qui est considérée comme la mascotte de la milice, qui va capter toute la lumière et on se demande ce qu'elle fait là. Certains chercheurs ont aussi émis l'hypothèse qu'au lieu d'être une jeune fille, c'est peut-être une vieille femme parce qu'elle a un visage qui fait beaucoup plus âgé que ce qu'elle devrait être. Elle porte à la ceinture un poulet qui est le symbole des arquebusiers, une bourse qui rappelle le prix de commande de ce tableau et la corne de cérémonie des arquebusiers. En plus de ça, il y a des détails qui restent encore étranges. On a certains personnages qui n'ont pas l'air de faire partie de la milice, on a différents types de casques, on a des chapeaux haute forme, qui correspondent pas du tout en fait à l'uniforme de cette milice. On a aussi les gestes de rechargement des armes qui ne sont pas bons, il y en a un derrière le commandant et le lieutenant qui a déjà tiré avec son arme alors que c'était absolument pas le moment de le faire. Au fond, tu as les lances qui partent dans tous les sens, bref, ils ont pas l'air très doués et pas l'air très organisés. Et on se demande même si c'est réellement une milice quoi, qui est représentée. En réalité, à cette époque, les menaces en Hollande ne sont plus sur terre, mais plutôt en mer. Et du coup, cette milice, elle est un peu obsolète à cette époque, et ils vont plutôt se réunir ensemble pour des rites sociaux, tels que des banquets, des dîners, etc., etc., mais ils n'ont plus vraiment de fonction, en fait, puisque les dangers sont surtout sur l'air. Finalement, c'est une toile qui est assez ironique, qui rappelle bien l'utilité ou l'inutilité de cette milice, composée de membres qui se pensent encore très importants. D'ailleurs, le peintre s'est glissé dans la toile, si tu regardes bien, au fond, on voit son œil. Je pense qu'avec cette explication, tu comprends mieux pourquoi la milice n'a pas été très contente de recevoir ce tableau, bien qu'ils aient quand même accroché ce tableau dans leur salle de banquet. On va continuer avec les peintres nordiques, et cette fois, on va s'attarder à Vermeer, qui a deux œuvres dans Animal Crossing. La première, qui est très connue, c'est La jeune fille à la perle, qui a été faite vers 1665. Aussi appelé La jeune fille au turban, ce tableau utilise un pigment bleu outre-mer onéreux à l'époque. Cette dépense n'a pas été réalisée en vain puisque ce bleu vif attire l'œil et contribue au chef-d'œuvre. Une seule question demeure en suspens, est-ce une véritable perle ou quelque chose d'autre? Cette fois, ce portrait n'est pas une commande et ce n'est même pas un portrait. C'est ce qu'on va appeler une tronie, c'est-à-dire que le personnage qui est présent est fictif en fait. Même s'il y a quelqu'un qui a pu servir de modèle, il n'est pas censé être là pour représenter quelqu'un, quoi, tout simplement. Et c'est surtout en fait pour étudier l'anatomie, étudier le visage et faire des peintures d'études. Alors ici elle porte une robe qualifiée d'exotique entre gros guillemets, elle a un turban oriental et une énorme perle à l'oreille. Vermeer travaille beaucoup la lumière, tu peux le voir avec la douceur du visage, les éclats sur les lèvres et la perle. La jeune femme regarde par-dessus son épaule et nous fixe. Le but aussi d'une tronie, c'est de représenter des types de personnages particuliers, et ici, par les vêtements, on a l'évocation d'un Orient imaginaire. Vermeer, il va participer à la popularisation des tronies en Hollande au XVIIe. Pour ce qui est de la perle, elle peut être soit le fruit de l'imagination du peintre, ou encore une perle faite de verre puis vernie pour donner un éclat mat. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les perles elles étaient très à la mode à cette époque, même si c'est possible qu'il ne s'agisse pas d'une réelle perle sur l'œuvre. Pour ce qui est du fond, aujourd'hui il est plutôt marronné, mais à l'époque on pense qu'il était plutôt dans un ton vert, et avec l'aide des nouvelles technologies, les chercheurs ont pu déterminer que sur la partie droite, il y a des lignes diagonales, ce qui est quand même assez étrange. Donc ils continuent leur recherche et ils se sont rendus compte qu'au fond de la toile, il y avait en fait un rideau vert, et ils ont aussi découvert la signature de l'artiste sur l'œuvre. Ensuite, on va passer à l'autre œuvre de Vermeer qui est aussi très connue, qui s'appelle La laitière. Le jeu la date de 1658, mais le Rijksmuseum, là où elle est conservée, la date plutôt de 1660. Le jeu dit que les contrastes délicats que l'on peut admirer ici valurent parfois à Vermeer le surnom de maître de la lumière. Il peignit ce chef-d'œuvre alors qu'il n'avait que 25 ans. On est souvent surpris par la petitesse du cadre. C'est vrai que c'est une toile qui n'est pas forcément très grande, tu l'as déjà vu. Ici, c'est une scène du quotidien, mais ce n'est pas un personnage bourgeois qui est représenté, c'est une servante de maison qui est très concentrée sur sa tâche de verser le lait dans sa jatte. Elle est si concentrée qu'elle ne nous voit pas. Il y a une atmosphère très calme dans cette scène, tout semble figé à part le filet de lait qui coule. Comme il y a une légère contre-plongée, la servante paraît quand même immense. Les chercheurs aussi se sont demandé pourquoi Vermeer s'est attardé sur une servante. Pour certains, elle va incarner un modèle de vertu, étant donné qu'elle est très appliquée dans son travail.
Pour d'autres, elle va renvoyer à ce qu'on appelle les compositions de cuisine qui comportaient des métaphores érotiques, qui fait en fait lien avec la réputation que pouvaient avoir les domestiques à cette époque. Mais ici, on va plutôt s'accorder sur le fait que voilà, ça correspond pas trop à une image érotique. En plus de ça, à l'origine, à la place du chauffe-pied se trouvait un panier de linge, ce qui renforce plutôt le travail domestique. Mais Vermeer, au final, il a choisi de mettre ce fameux chauffe-pied, ce qui est quand même assez intriguant pour l'époque. C'est pas un élément que tu retrouves comme ça. Et ces fameux chauffe-pieds, en fait, ils étaient placés sous les robes des dames pour les garder au chaud. D'après les chercheurs, il est un symbole d'un désir d'amour et de fidélité. Et l'idée va être renforcée par l'image d'un Cupidon qui se trouve sur la faïence du mur. Mais ça peut aussi plutôt symboliser le dévouement de la servante. Après, voilà, avoir un peu fait des hypothèses sur les significations, on va passer sur la table où il y a beaucoup de morceaux de pain rassis. Et en fait, la servante elle est peut-être en train de préparer du pain perdu. Les bras de la servante sont musclés. On observe une différence de couleur entre ses mains plus foncées et ses bras pâles. Évidemment, cette différence de couleur ne se trouve pas chez les femmes aisées. Pour réfléchir la lumière sur les différents éléments de la toile, Vermeer il va placer des petites touches de peinture pour faire réfléchir la lumière. Et cette technique, tu la retrouveras bien plus tard chez les impressionnistes. Pour le fond, on a un mur uni qui comporte quelques trous et des clous. À l'origine, Vermeer avait placé un objet rectangulaire dans le fond. Il pouvait sûrement s'agir d'une carte parce que c'est quelque chose qui se trouve en fait très souvent sur les peintures nordiques, d'avoir une carte. Mais il va décider de l'enlever pour que vraiment on se concentre sur la servante. D'ailleurs, tu es tellement occupé par la servante que tu n'avais pas forcément vu qu'un des carreaux de la vitre était cassé. Voilà pour Vermeer et la peinture nordique, et cette fois, on va finir cette vidéo en allant en Espagne avec Diego Velázquez. Autre tableau archi connu, les fameuses Ménines ou Las Meninas qui ont été faites vers 1656. Cette célèbre toile de Velázquez, membre de la cour du roi d'Espagne, présente un angle de vue original. On y voit l'infante accompagnée de ses demoiselles d'honneur. L'artiste s'est représenté lui-même à gauche, le roi et la reine apparaissent dans le miroir à droite du peintre. La scène est donc vue à travers leurs yeux. La reine et le roi regardent l'artiste en train de les peindre. Alors au niveau des points de vue de l'artiste en train de peindre le couple royal, etc., on va revenir dessus parce que c'est pas forcément ça. C'est un tableau qui est quand même très mystérieux, il y a plein de théories encore une fois dessus, comme à peu près tous les tableaux de cette vidéo, mais on va un peu décrypter tout ça. On est dans la fameuse cour du roi Philippe IV et on se trouve apparemment dans l'atelier de l'artiste du château de l'Alcazar qui était la résidence royale, qui aujourd'hui n'est plus visible puisqu'en 1734 il a été détruit par un incendie. Donc comme l'a dit le cartel, le tableau il représente l'infante d'Espagne qui s'appelle Marguerite, qui est assistée par deux Ménines, plus simplement des demoiselles d'honneur. Tu as deux personnages devant, dont un qui embête ce pauvre chien. Sur le plan d'après, on a Velázquez qui peint et qui nous regarde ou qui regarde le couple royal. Ensuite, on a une dame d'honneur à côté du chaperon. Le personnage dans l'embrasure de la porte, c'est un chambellan, un homme chargé du service de la chambre du roi. Donc comme l'a dit le cartel, moi je voulais te garder la surprise, mais le cartel t'a déjà tout révélé. Le roi et la reine se retrouvent dans le reflet du miroir. Et donc, le couple royal est composé de Philippe IV et de Mariana d'Autriche, qui sont donc les parents de Marguerite. Alors, ce qui est un peu étrange, c'est de déterminer le sujet du tableau. Parce que tu peux te dire, Velázquez il est peut-être en train de peindre le couple royal, donc finalement est-ce que c'est le couple royal le sujet, mais en même temps en plein milieu t'as l'infante d'Espagne, mais en même temps le titre de tableau c'est les Ménines, alors est-ce que c'est les domestiques le sujet? Bref, on est un petit peu perdu. Mais j'ai peut-être une piste si on revient sur l'histoire de cette œuvre. En fait le roi va commander cette œuvre à Velázquez et il veut en fait un portrait dynastique. Un portrait dynastique, à quoi ça sert? Ça sert à placer sa progéniture comme héritier de la dynastie. On est à une époque où le couple royal n'a à cette époque-là qu'une seule fille, il me semble qu'il y a eu des décès d'enfants par-ci par-là, mais l'héritière principale est une fille et non un jeune prince, mais il va quand même décider voilà, de faire un portrait dynastique pour l'infante d'Espagne. Les chercheurs en fait ont découvert que à l'origine la première version du tableau c'était pas celle-ci, mais qu'à la place de Velázquez il y avait un page qui donnait un bâton du couronnement
à la jeune Marguerite, qui du coup en fait place vraiment Marguerite comme l'héritière de cette famille. Sauf que maintenant, on a Velasquez. Donc pourquoi... Et ça va en fait changer tout le sens de cette œuvre, parce qu'en fait simplement, quelques années plus tard, voire un an après, la reine va mettre au monde un garçon, ce qui fait que Marguerite n'est plus l'héritière principale, puisqu'il y a un petit garçon qui est né, c'est priorité au garçon. Donc du coup ce tableau, il faut le changer, ça va plus du tout avec ce qui se passe. Et puis on peut pas placer Marguerite comme l'héritière alors qu'il y a un jeune bébé garçon qui vient de naître. Et du coup, on ne sait pas si c'est une idée du roi ou de Velasquez lui-même, mais ce fameux page qui donnait le bâton du couronnement va être remplacé par la figure de l'artiste. Et du coup, toute l'œuvre va changer de sens, et c'est très compliqué en fait de déterminer du coup le sujet, etc. Même si cet aspect historique te donne déjà une première réponse. Et du coup ça pose aussi de aujourd'hui, quel est donc le sujet? Personnellement, moi je me satisfais déjà de la réponse historique, et ça sera tout pour cette œuvre. Et je pense qu'on a enfin fini avec la galerie de la Renaissance, qui est quand même une galerie très complète avec pas mal d'œuvres. J'espère que tu as réussi à suivre jusqu'au bout. Moi je te retrouve pour une prochaine suite de cette série, mais aussi pour une prochaine vidéo. Salut!